Au début du XIIIe siècle, au cœur des immenses steppes d'Asie centrale, un peuple nomade vit au rythme des saisons, des troupeaux et de la guerre. Ils n'ont pas de villes de marbre, pas de routes pavées, pas de mers pour protéger leurs terres. Mais ils ont des chevaux, ils ont des arcs et ils ont un chef. En quelques décennies, ces cavaliers vont créer le plus vaste empire contigu de toute l'histoire humaine. Un empire qui s'étend de la Corée jusqu'à la Hongrie, de la Sibérie jusqu'au golfe Persique. Cet empire, c'est celui des Mongols. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de l'empire des steppes. L'empire mongol, né en 1206 avec Temujin, un chef de tribu mongole, est proclamé Gengis Khan, souverain universel. À son apogée à la fin du XIIIe siècle, l'empire s'étend sur une immense bande de terre reliant l'Asie de l'Est à l'Europe orientale, le plus grand empire continu jamais vu. Sa capitale n'est pas une ville antique, mais d'abord une cour mobile, puis Karakorum, au cœur de la Mongolie. Plus tard, certaines branches de l'empire établissant leur centre à Pékin, Samarcande, Tabriz ou Sarai. Ils n'opposent pas une seule langue ni une seule religion. Les Mongols gouvernent des peuples turcs, chinois, persans, russes, arabes, etc. Ils pratiquent une grande tolérance religieuse et protègent le bouddhisme, musulmans, chrétiens et chamans. À son apogée, l'empire mongol relie pour la première fois de façon durable l'Europe et l'Asie dans le même espace politique. Avant Gengis Khan, les steppes sont un monde fragmenté. Des clans nomades s'affrontent sans cesse pour le bétail, le pâturage et le prestige. Temujin connaît l'exil, la trahison, la guerre. Mais réussit l'impensable, il unifie les tribus mongoles sous son autorité. En 1206, il est proclamé Gengis Khan. Son objectif dépasse la survie, il veut dominer le monde connu. Les armées mongoles ne ressemblent à aucune autre. Elles sont presque entièrement composées de cavaliers archers, capables de parcourir des centaines de kilomètres en quelques jours. Ils attaquent d'abord la Chine du Nord, puis l'Asie centrale. Des villes entières tombent, Bukhara, Samarcande, Mera. Les armées mongoles franchissent les montagnes, les déserts et arrivent jusqu'en Europe orientale. Les royaumes russes sont écrasés, les armées centrales sont battues. Partout les Mongols entraînent une terreur immense, mais aussi une admiration pour leur efficacité militaire. Contrairement à l'image de certains conquérants, les Mongols savent gouverner. Ils maintiennent les élites locales en place, tant que le système pays de tribus y reste loyal. Ils mettent en place un système de relais postaux ultra rapide, le YAM, qui permet de messages de traverser l'Eurasie et sécurise leur route commerciale. Sous la domination de la route de la soie, connaît un nouvel âge d'or. Les marchands laissaient vendre l'artisanat de voyageurs comme Marco Polo. Ils peuvent traverser l'Asie plus facilement que jamais. Après la mort de Gengis Khan, l'empire est divisé entre ses descendants. Il se remonte en plusieurs grands khanats, l'Ardor en Russie, le Khanat en Perse, le Khanat de Chagatai en Asie centrale et la dynastie Yuan en Chine, fondée par Kublai Khan. Ces États restent liés par la culture mongole commune et deviennent progressivement indépendants. L'unité impériale disparaît, mais l'impact mongol reste immense. Au sommet du pouvoir se trouve le Grand Khan, chef suprême de l'empire. Mais le pouvoir repose aussi sur les assemblées aristocratiques et la loyauté personnelle. Les Mongols adoptent souvent les systèmes administratifs des peuples conquis, notamment en Chine et en Perse. Ils gouvernent un empire multiculturel et sans opposer une seule identité. Les Mongols comprennent vite l'importance du commerce. Ils protègent les routes caravanières, réduisent certains impôts et garantissent la sécurité des marchands. L'empire devient un immense pont entre l'Europe et l'Asie, favorisant l'exploration des biens, mais aussi des idées, des techniques et malheureusement des maladies. Le cœur des puissances mongoles, c'est sa cavalerie. Chaque guerrier possède plusieurs chevaux, charge de monture en pleine marche, des tirs à l'arc avec précision remontable. Leur discipline, leur mobilité et leur capacité à faire de la retraite font une armée presque imbattable à l'époque. Ils utilisent aussi la terreur comme arme psychologique pour à la fois des villes entières à se rendre sans combattre. Gengis Khan interdisait le vol de bétail sous peine de mort. Les messagers mongols avaient priorité absolue, toute personne qui avait l'identité risquait une punition sévère. Sous la Pax Mongolica, il était plus facile de voyager de la Chine méditerranéenne qu'à travers certaines régions d'Europe. L'empire mongol a bouleversé l'équilibre du monde médiéval. Il a relié durablement l'Europe et l'Asie, accéléré les liens culturels et technologiques. Il a contribué à la diffusion de la poire à canon, du papier, de l'imprimerie et de nombreuses innovations. Mais aussi facilité la propagation de la peste noire qui a ravagé l'Eurasie au IVe siècle. Des siècles plus tard, l'image que les Mongols restent un symbole de vitesse, de conquête et d'un monde connecté. Les Mongols n'ont pas laissé de monuments marins comparables à ceux de Rome, mais ils ont laissé quelque chose d'encore plus vaste, un réseau de connexion entre les civilisations. Un empire qui a montré que le pouvoir ne venait pas seulement des villes, mais aussi du mouvement. Dans le prochain épisode, nous passerons à un autre empire qui aura lié le continent et l'océan,
l'Empire britannique.